Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler crypto, forcément, on va parler Bitcoin, on va parler de la clôture, weekly, c'est sûr et certain, mais aussi on va parler de ce qui se passe au niveau de la macroéconomie. Je vais essayer de faire simple et vous expliquer quelle est la crise qui est en train d'entraîner l'accélération de Bitcoin. Oui, je sais, on est assis devant un ensemble de bulles rouges. Certes, on a eu un retracement, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si grave en tout cas pour l'instant, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce qui est en train de se passer sur la macroéconomie avec les nouvelles qui sont tombées cette semaine, qui ne sont pas réellement des nouvelles, mais qui expliquent vraiment en fait la crise qui est en train de se mettre en place aux USA et qui permettent à BTC de décoller. Maintenant la question c'est est-ce que les alts vont suivre à un moment donné? Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez réservé votre mardi 27 mai à 20 h. Si c'est pas encore le cas, faites-le. Inscrivez-vous, c'est en commentaire en description. Masterclass avec moi-même sur la finance décentralisée. Entre 1 h et 1 h 30 pour vous montrer que vous ne savez pas ce qu'est réellement la DeFi, l'intérêt que ça a, les opportunités qu'il y a, et je vais vous casser la tête tout simplement en vous montrant qu'il y a tout un monde derrière un autre monde que vous ne pensiez pas exister, ou en tout cas vous avez certainement des biais à travers ça, vous allez apprendre beaucoup, je vous l'assure. Mardi 27 mai 20 h, c'est en commentaire en description. C'est simple, c'est gratuit, et ce ne sera pas ouvert à tout le monde, seulement à ceux qui sont inscrits, j'enverrai le lien par mail. En attendant, on attaque le vif du sujet avec le Nasdaq qui nous a mis une grosse claque sur cette semaine. Clairement, la cassure des 21 000, ils n'ont pas tenu, on est en train de se diriger tranquillement vers les 20 000. Et c'est justement ce qui a fait mal à BTC. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il y a eu deux choses. La première, ça a été Trump qui a encore fait du Trump de son côté, où il a annoncé que certainement il allait avoir une taxe douanière sur Apple. Ah oui, là c'est plus la Chine, mais c'est Apple, pour forcer Apple à déplacer une partie de sa production aux USA. Globalement, il veut remettre Apple chez les USA, alors pas pour la production mondiale, juste pour la production US. Globalement, ce qu'il veut, c'est des infrastructures et des jobs. Clairement. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est réellement envisageable? À savoir qu'on a l'impression toujours que les USA sont en dominance sur certains jobs et en termes de technologie, oui, sauf que la Chine a vraiment dominé de ce côté-là. Ce n'est plus juste les personnes avec des machines à coudre. Dans les entreprises Apple, il y a vraiment de la technicité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore suffisamment de personnes techniques et avec les compétences aux USA pour pouvoir le faire. Je pense que ça mettra du temps, et je pense aussi que Trump veut principalement un engagement plus qu'une action réelle sur le moment. Bon, nous, de notre côté, ça nous a cannibalisé une partie de notre bougie, on voulait clôturer au-dessus des 110 000 au niveau du CME, Chicago Mercantile Exchange. Je rappelle que c'est un futur des institutionnels qui clôture le vendredi soir. Ça y est, c'est terminé, 108 885. Alors, est-ce que c'est le signe du retournement? Absolument pas. Ça veut juste dire que la bougie est moins puissante, mais elle reste quand même très très belle. On a clôturé au-dessus de toutes les autres bougies qu'on avait là en weekly, c'est quelque chose que l'on voulait et qui est positif, d'accord? Maintenant, ce qui va se jouer, ça va être la clôture de cette semaine sur Bitcoin en général, le Total Index. Parce que oui, Bitcoin en spot, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc la clôture c'est dimanche soir. Et dimanche, nous avons notamment notre ami Jérôme Powell le dimanche 25 mai qui va faire un discours. Alors certainement il dira des choses, je ne pense pas qu'il y aura vraiment quelque chose de très très important. Quoique, je vais vous expliquer pourquoi aussi la prise de position de Jérôme Powell va être importante sur la crise qui est en train de se passer aux USA. Et non, c'est pas une crise des texanières, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus complexe, et qui fait que nous avons un BTC qui est en train de pousser fortement, alors que clairement il n'y a pas de retail. Ce sont des achats d'institutionnels. Pourquoi les institutionnels achètent? Je vous explique ça dans la deuxième partie de la vidéo. Avant, on va faire un petit état des lieux de notre BTC et des altcoins. On voit qu'on est dans les alentours de 107 000. Sur du weekly, quand on regarde un petit peu plus, on est allé retester vraiment la première zone qui était 107 000. La deuxième zone, je rappelle que c'est les 105, un petit peu plus bas. D'accord? Tant qu'on tient cette partie-là, c'est plutôt positif. Je pense qu'on peut remonter au 110 pour échouer, pour aller chercher au 105, à savoir que c'est quelque chose qui serait tout à fait classique avec les liquidations qui a lieu.
511 millions de liquidations longues, d'accord? Si vous retenez bien, 511 millions de liquidations longues. Systématiquement, en ce moment, on liquide quand même pas mal de longues. Quand on fait les retracements, quand on va rechercher la liquidité, pareil, cette mèche-là, elle avait fait excessivement mal. Là, on se retrouve dans une pattern un petit peu identique, où on va aller liquider les longues, et on va certainement restructurer tranquillement, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller chercher un petit peu plus bas. Et forcément, les alts, les alts, ils se prennent quand même une grosse torgnole. Quand on regarde les liquidités, on voit qu'on a une petite polarité au niveau des 110 000, ce qui explique aussi ici cette imbalance, d'accord? On a une corrélation entre les deux, imbalance plus liquidité égale quand même fort appel de prix, généralement pour ici un petit retracement par la suite. Donc on garde en tête les 110 000, sinon on a toujours les 105 000 en termes de polarité, donc c'est les deux zones à surveiller pour ce week-end et peut-être même lundi si jamais on bouge pas. En attendant, nous avons Total 3 qui a ravalé entièrement sa bougie. Je rappelle que Total 3 c'est l'ensemble des altcoins en dehors de BTC et d'Ether, donc on reste relativement flat dans l'indécision, dans la consolidation et peut-être même une bougie identique à celle de la semaine dernière. Donc toujours en train de lutter sur cette grosse résistance, tant qu'on ne casse pas, malheureusement, il ne se passera rien. Bon, par contre, il se passe des choses sur BTC. Ça, on l'a bien vu, on l'a compris, les altcoins bougent assez peu, BTC, lui, décolle violemment, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi je vous ai parlé de crise? Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie, quand je dis les gens, c'est les institutionnels, d'acheter du BTC, pas que du BTC, de l'or aussi? Est-ce que c'est la géopolitique? Est-ce que c'est les taxes douanières? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu plus insidieux. Et on va parler des bons au trésor. Il s'est passé quelque chose de très fort lorsque on a acheté cette semaine, enfin en tout cas il y a eu les auctions, donc c'est-à-dire les mises aux enchères des bons au trésor américains cette semaine, il n'y avait personne pour en acheter. Juste personne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les 16 milliards qui devaient être écoulés sur des bons au trésor de 20 ans ont dû avoir une augmentation de taux pour trouver quelqu'un. Globalement, c'est le même principe. Si vous voulez vendre quelque chose à 2 euros, d'accord, une pomme à 2 euros, il n'y a personne. Vous augmentez le prix, vous faites 2,50 € jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir le prendre. C'est pareil pour le bon au trésor, sauf que ça sous-entend que les taux montent. Et si les taux montent, ça pose problème. Et on le voit bien, de toute façon, dans les analyses, l'augmentation des taux qui devaient être à la base statués à 0,35 se sont clôturés ici à 0,47. Donc on a bien une augmentation qui s'est effectuée pour montrer qu'il y a un désintérêt très fort. Ça fait mal, ça fait très très mal. Là, je vous propose de regarder les obligations du gouvernement américain. Et je vais vous expliquer pourquoi, simplement, c'est un problème pour les USA qui est très grave et qui fait certainement aussi une opposition entre Bitcoin et le dollar américain. Pourquoi tout le monde se jette sur les stablecoins et pourquoi BTC est en train de décoller alors qu'il y a personne, et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a une image qui va vous parler très fortement sur ce qui va se passer par la suite au niveau de BTC. Donc, nous avons ici les bons au trésor, devant nous, nous avons les 2 ans, les 10 ans, les 20 et les 30 ans sur ces 3 courbes, et les 3 courbes ont une tendance qui montre en fait une accélération. Donc ça veut dire que ici, pour emprunter les USA, ça coûte très cher, très très cher. Là actuellement, sur 20-30 ans, on parle de plus de 5%. Je rappellerai que le top sur les 20 ans, ici, est dans les alentours des 5,3, donc on est quasiment au top de ce que l'on a connu dans la zone maximum des taux d'intérêt, alors que la Fed, à cette époque-là, n'avait pas baissé les taux. Là, on a baissé les taux, on a perdu quand même 0,75. Donc ça sous-entend que là, on se retrouve sur des taux d'intérêt américains qui vont bientôt dépasser les plus hauts sur, en tout cas, le 30 ans, le 20 ans, alors qu'on a la Fed qui a déjà baissé 3 fois les taux. Et là, ça pose vraiment problème. Ça veut dire qu'il y a une défiance générale par rapport au dollar. Et ce qui peut s'expliquer quand on regarde la tête de l'or, les gens achètent de l'or, pas que du BTC, ils achètent de l'or très fort, parce que on a un dollar qui est en train de se dévaloriser. Quand on regarde ici le DXY, qui est l'indice dollar, c'est-à-dire la force du dollar versus les indices, on voit qu'il est en chute nette. On a eu un rejet monumental qui s'est effectué par rapport ici à ce range. On voit qu'on a essayé de faire une réintégration. On a été rejeté. Si on casse ici les 97,91, à la target suivante, c'est 94,93. Ça veut dire qu'on a un dollar qui est en train de se dévaloriser mondialement. Ça veut dire aussi que les personnes qui vont acheter de la dette maintenant ont un risque de se retrouver avec une dette qui vaudra moins que leur monnaie réelle par la suite.
C'est très important de le comprendre. Ça veut dire qu'ils vont acheter un actif qui va se déprécier certainement dans le temps. Et ça veut dire aussi qu'il y a un désintérêt par rapport à ces dettes-là. Mais ce qui est plutôt logique. Et qu'il y a un autre truc qui est en train d'arriver, c'est qu'avec tout ce que fait Donald Trump, pas que, mais ce que fait Donald Trump, on déclasse petit à petit la dette des USA. Donc ça veut dire que ça y est, on perd le triple A et ça pose souci. Alors là, c'est juste Moody's, ok, mais c'est un symbole. C'est-à-dire que la dette américaine perd sa valeur refuge au niveau des bonds parce que le dollar est en train de se déprécier, parce qu'on a une politique monétaire qui est compliquée à gérer. Je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Mais surtout, ça veut dire que les gens ne veulent plus acheter là un dollar qui se déprécie. Ça veut dire que quelqu'un qui met ici, par exemple, moi je sais pas, un yen pour acheter 0,2 dollars, ok, ça veut dire que quand il aura ici ses 0,2 dollars plus son pourcentage de dette américaine, malheureusement, il récupérera pas son yen. Il sera en dessous. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Alors attention, j'ai fait juste un exemple pour vous montrer. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt, là actuellement, sur une monnaie qui est plutôt forte en ce moment, d'acheter de la dette, parce que dans tous les cas, cette dette-là se dévalorisera dans le temps. On n'est pas dans une zone qui est intéressante. Donc on a une complexité de financement. Complexité de financement qui rentre en plus dans la dette monstrueuse qu'ont les USA. Les USA ont besoin d'argent, ils ont une dette qui est en train de rentrer dans une forme de ingérable, et ça c'est compliqué pour la suite. Et c'est pour ça qu'on a une dévalorisation, et c'est pour ça aussi qu'on a une politique américaine de Trump qui est très forte, pour essayer à la base de faire baisser les taux, pour pouvoir réemprunter plus faiblement. L'objectif, je pense, était d'aller réemprunter dans ces alentours-là, sauf que ça ne s'est pas fait, parce que nous avons un Gigi, Jérôme Powell, qui, malheureusement, pour Trump, n'a pas agi et n'a pas baissé les taux en anticipation, parce que justement la politique monétaire des USA est très compliquée, et la politique économique, la guerre économique qu'il a lancée, est très compliquée aussi. Donc, il n'y a personne au portillon pour acheter de la dette américaine, et ça c'est compliqué. Et là, on se pose la question, mais qui a acheté du coup cette dette américaine? On a beaucoup de réflexions, alors sans forcément des preuves, comme quoi la Fed est en train d'acheter des bons au trésor sur notamment tout début mai, qui serait une forme de QE, donc de quantitative easing, le fait que la Fed indirectement injecte de la liquidité en achetant les actifs, parce que oui, si vous êtes la banque centrale et que vous achetez de la dette américaine, ça sous-entend que c'est comme si vous imprimez de l'argent que vous donniez au gouvernement pour dépenser. C'est exactement le même principe, donc c'est de l'injection monétaire, sous une forme un petit peu déguisée. Donc là, on parle d'achat de 43,6 milliards de dollars, sauf que ça ne se voit pas, notamment sur la balance ici de la Fed. Donc, qui croire? Est-ce que c'est réellement des injections de liquidités ou pas? Est-ce que la Fed achète réellement ou pas? Quand on regarde un petit peu d'autres sources, on peut se poser la question. Et même, je dirais que la Fed n'a pas volonté ici à acheter des bons au trésor parce qu'elle l'a effectué. Elle l'a effectué à un moment crucial qui était le Covid, qui a entraîné une grosse problématique de crise inflationniste par la suite. Alors, il n'y a pas que ça qui a donné la crise inflationniste de 2022, mais ça a été un des éléments importants, pour ne pas dire l'élément le plus important. Donc, ici, on a une volonté de ne pas faire les mêmes erreurs, de se dire, bon bah le marché obligataire, bah, on va pas le soutenir, donc on va pas ici acheter des bons au trésor, donc ça veut dire qu'on va avoir une augmentation ici des taux d'emprunt, donc ce sera de plus en plus compliqué pour emprunter. Si c'est de plus en plus compliqué pour emprunter, ça veut dire que la dette ne va pas se résorber, elle va augmenter, la dette américaine, et donc ça veut dire qu'il y a une perte de confiance dans la force de la dette américaine, et donc ici, la dégradation. Si ça se dégrade, ça veut dire aussi que les taux vont augmenter. Bah oui, c'est logique. Donc c'est-à-dire que c'est encore plus compliqué d'emprunter. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir, et ça veut dire qu'on peut tomber dans une crise obligataire qui risque de faire très mal, ou même Jérôme Powell ne pourrait pas redresser. Et ça, c'est assez simple. Je vous montre ce graphique où vous avez deux choses. La première, ça va être ici le taux, tout simplement, à 30 ans, d'accord, qui est un taux très important, et qui vous montre bien qu'on est en train de retaper les tops de 2023, donc c'est-à-dire le moment où la Fed n'avait pas agi et les taux de la Fed étaient le plus haut, ok? Là, on a bien baissé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 0,75. Bon, je sais plus écrire, mais c'est 0,75. Ok? Mais on est en train de se rediriger vers les plus hauts.
alors que nous avons à côté une inflation qui est au plus bas, et qui a une démarche peut-être baissière. Et c'est très important de comprendre ça, ça veut dire que ici, il n'y a pas forcément un intérêt pour la Fed, elle va se retrouver bloquée en se disant, ok, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir les taux qui vont être dans les alentours des 2%, qui est ma target. Donc j'ai pas un intérêt à baisser les taux obligataires. Si je baisse les taux obligataires, ça veut dire que l'argent coûte moins cher. L'argent coûte moins cher, normalement je devrais avoir ici quelque chose qui devrait monter, et je ne veux pas, je veux rester dans les 2%, les 2,5%. Et donc elle va se retrouver dans un blocage qui fait qu'elle va être à un moment donné obligée de baisser, hop, on retire tout, de baisser les taux pour pouvoir maintenir ici les taux obligataires en dessous des 5,5%, idéalement en dessous des 5% ce serait bien, pour pouvoir faire donc une action de Jérôme Powell pour baisser les taux, peut-être 3, 4, 5 baisses cette année, oui ça fait beaucoup, le marché risque d'être content, je vais vous expliquer ça après, et on va se retrouver sur une inflation qui va certainement remonter dans les alentours des 3%, et ça va être une décision qui va être très complexe, et un jeu politique qui va être très compliqué, parce qu'on n'a pas encore l'impact de ces super actions de Trump par rapport aux taxes douanières, parce que clairement les taxes douanières, même s'il crie haut et fort que ça n'impactera pas l'inflation, c'est une fausse réalité, ça impactera l'inflation, et notamment sur les produits Apple. S'ils sont produits, imaginez bien, aux USA, ils n'auront pas le même prix, pas la même marge, c'est sûr, mais aussi pas le même prix que s'ils étaient produits tout simplement en Chine ou en Inde, là où ils sont produits actuellement. Donc ça sous-entend qu'on aura directement une augmentation du prix de certains produits high-tech, pour ne pas dire une grosse partie des produits high-tech. Bon, tout ça pour dire que économiquement, on risque d'avoir un Nasdaq à un moment donné qui va reprendre des forces, parce que clairement le Nasdaq attend, et le Nasdaq, l'économie américaine, attend une baisse des taux, de l'argent moins cher. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir beaucoup d'argent moins cher, en tout cas, on retournera peut-être dans les 4%, voire peut-être les 3,5%, et encore, je ne suis pas sûr. Donc c'est juste éviter que l'argent devienne trop cher, tout simplement. Et pour ça, ça veut dire qu'on va avoir une économie américaine, il y a des actions américaines qui vont éclater à la hausse, ce qui sera positif sur le long terme. Mais par contre, on ne va pas avoir un intérêt sur les bons au trésor. Ça veut dire que les gens vont se jeter sur les actions parce qu'il n'y a pas d'intérêt à détenir de la dette qui va se dévaluer petit à petit. Et donc, là, vous commencez à comprendre le cycle. Ça sous-entend que personne va vouloir acheter de la dette, donc ça veut dire que le taux va monter, Jérôme Powell sera obligé de faire des actions pour baisser le taux, sans forcément pouvoir directement interagir. Les gens vont acheter des actions plutôt que de la dette, et ainsi de suite, on va avoir un cycle qui va se faire comme ça. C'est le principe d'une crise obligataire. Plusieurs typologies de crise obligataire, on verra bien l'action que ça a, mais dans tous les cas, ça sous-entend que les gens, pour contrer une crise obligataire, vont pas forcément acheter du dollar, mais vont acheter quoi? Vous l'avez compris, de l'or, oui, mais aussi du BTC. Et ce qui explique aussi l'accélération que l'on a, les injections de liquidités que l'on retrouve au niveau des différents ETF, donc les ETF spot de Bitcoin, on voit qu'on a quand même une grosse injection de liquidité quand on regarde ici le momentum, on voit qu'on se dirige tranquillement vers les 50 000 millions de dollars, donc les 50 milliards de dollars injectés dans Bitcoin, donc ce qui est énorme, alors que, et ça c'est très important, et ça c'est le point limite le plus important, hop, tac, 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 on se dirige vers ici, on n'a pas de retail. Ici, c'est le classement de l'application Coinbase, donc qui montre un petit peu, qui est un peu l'indicateur pour montrer aux USA, est-ce que les gens sont intéressés par la crypto? On voit que là on est dans les 310, alors qu'historiquement on est plutôt dans les 114, voire les 21, voire les 83, là on est à 307, alors qu'on est en train d'imprimer un nouvel ATH, qui est un petit peu ce qui s'est passé justement historiquement. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant. Cette crise obligataire, elle va faire mal. Elle va faire mal à l'économie, c'est sûr et certain, et pas que aux USA, certainement un petit peu partout dans le monde. Par contre, ça n'aura pas lieu aujourd'hui. Ça aura lieu dans le temps, et c'est une forme de preuve. Est-ce que, oui ou non, la crypto-monnaie, et notamment Bitcoin, aura une place dans cette crise de valeur refuge, comme on peut le voir au niveau de l'or? Je pense que oui, en effet. On le voit bien, les institutions sont en train de se planifier par rapport à ça, dans la conservation de valeur, parce que si le dollar se dévalue, ça sous-entend aussi que les gens qui keepent du dollar, qui gardent du dollar, vont avoir potentiellement une dévalorisation. D'où un intérêt d'être sur l'or ou sur Bitcoin. Alors que, ici, nous avons fait un ATH sans justement avoir de retail. Et ça sous-entend aussi qu'on a quand même une pattern qui ressemble grandement à ce qu'on a connu ici,
chose que je vous ai expliqué à de nombreuses reprises dans les quotidiennes, que j'espère que vous suivez ardemment, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fait plaisir. De toute façon, je reconnais de toute façon les petits noms de toutes les personnes qui me laissent des petits mots à chaque fois pour me soutenir. Merci d'ailleurs infiniment d'être là tous les jours avec moi. Et donc, tout ça pour vous dire que ce qui nous manque, ça va être ça. Donc ça sous-entend qu'on va avoir une accélération de Bitcoin. Est-ce qu'avant, on va avoir une petite respiration comme je l'ai expliqué en début? Peut-être, mais ce que l'on attend, c'est une rupture haussière. Si ça se trouve, on est ici, on n'est pas ici, mais ça importe assez peu. Dans tous les cas, on a fait un ATH sans qu'il y ait personne, parce qu'à un moment donné, les institutionnels sont en train de se rendre compte qu'il y a peut-être autre chose qui est en train de se mettre en place, et cette crise-là va nous faire du bien au niveau de BTC. Peut-être pas sur le moyen terme, parce qu'à un moment donné, on aura un retracement qui sera violent, il faudra être capable de se couvrir, mais sur le court terme, ça veut dire une belle valorisation. Sur le long terme, ça veut dire aussi une belle valorisation, et tout dépend de comment vous allez gérer votre investissement, et comprendre comment ça fonctionne, c'est super important. Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre toutes les opportunités qu'il y a, que ce soit dans un marché haussier baissier ou en range, parce que oui, c'est le cas, la DeFi est une des solutions, si ça vous intéresse. C'est la masterclass mardi 27 mai à 20h, inscrivez-vous, commentaire et en description. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, comprenez ce qui est en train de se passer, ça va vous donner vraiment une avance et une compréhension générale. Arrêtez de chasser systématiquement des gains court terme, comprenez que la réflexion se fait généralement sur le moyen et sur le long terme. C'est là où on commence à faire de l'argent, surtout avec dans la crypto-monnaie, et je peux vous assurer que les opportunités sont présentes, et les opportunités seront toujours présentes.